Et salut les Patreons, ici Corben de Corben.info, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des tunnels HTTP et SOX. Vous allez voir, on va voir un peu comment on met tout ça en place et surtout à quoi ça sert. Mais avant, je voudrais remercier évidemment tous ceux qui me regardent, vous les Patreons qui me soutenez sur patreon.com/Corben. Merci parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, alimenter mon site Corben.info et partager toutes mes petites découvertes sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois, merci. Si vous voulez d'ailleurs nous rejoindre, n'hésitez pas, vous allez sur Patreon, vous cherchez Corben, le lien est directement sous la vidéo et comme ça vous pourrez nous rejoindre et accéder à tout ce merveilleux contenu en avant-première, les newsletters, etc. etc. Alors avant de rentrer vraiment dans le détail et de vous faire une démonstration, à quoi sert un tunnel HTTP? Alors un tunnel HTTP, si vous êtes familier avec la notion de VPN, vous allez vite capter comment ça fonctionne, mais en gros ça permet de partir d'une machine A et d'accéder à une machine B au travers d'un canal chiffré qui est protégé et tout ce qui transite est non visible. Voilà, c'est le concept du VPN, vous connaissez. Sauf que là, on va apprendre à mettre ça en place pour nous, pour différents usages. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un tunnel de ce type? Eh bien, on peut déjà contourner des firewalls. Ça veut dire que par exemple, imaginons, vous êtes sur un réseau qui ne donne pas accès à grand chose, il n'y a peut-être même pas accès à Internet sur ce réseau, eh bien vous pourrez, en utilisant cet outil, vous créer un tunnel entre la machine que vous utilisez actuellement et une machine à l'extérieur de ce réseau pour pouvoir ensuite sortir par cette machine extérieure et aller sur Internet quand même au travers du réseau. Voilà, donc s'il y a des ressources Internet bloquées par des restrictions de firewall ou des outils, etc., vous allez pouvoir débloquer ça grâce à ce genre de tunnel. Ensuite, ce genre de tunnel, ça permet aussi d'accéder à distance à des ressources locales. C'est-à-dire que vous êtes par exemple développeur et vous avez sur votre machine à la maison des outils mais qui tournent qu'en local. Vous ne les avez pas exposés sur Internet, personne ne peut y accéder. Vous pouvez mettre en place ce genre de tunnel pour que quand vous êtes sur un réseau Wi-Fi, je sais pas, ailleurs, au boulot, chez McDo ou peu importe, établir comme ça une connexion chiffrée à votre réseau local à la maison et accéder comme ça à tous les services disponibles chez vous à distance. Voilà, ça permet comme ça, voilà, si vous voulez mettre en tout cas, pourquoi pas temporairement accessible un outil, vous pouvez faire aussi comme ça. Alors c'est très utilisé aussi ce genre de tunnel pour tout ce qui est pen test dans la sécurité informatique. Ça permet d'évaluer les risques, par exemple de fuite de documents ou d'accès à des services tiers, etc. Voilà, via ce genre de tunnel, c'est parfaitement possible. Alors j'explique par exemple, imaginons qu'un attaquant ait accès à une machine sur un réseau qui n'est pas à lui. Voilà, c'est sa machine cible. Et cette machine, elle, a accès à d'autres services ouverts mais uniquement local. Et bien avec ce genre de tunnel, ça permet de rendre accessible à distance sur la machine du pentester l'ensemble de tous les services qui sont accessibles depuis la machine qu'il a hacké entre guillemets, à laquelle il a accès. Voilà, après si vous êtes dans des pays qui censurent Internet, c'est pareil, ça peut vous aider à contourner la censure, comme ça peut contourner les firewalls comme je disais. Pour tout ce qui est télétravail, ça peut aussi vous permettre d'avoir des accès sécurisés ou de mettre à disposition ce genre d'accès à vos employés pour qu'ils puissent se connecter de manière sécurisée au réseau d'entreprise depuis leur domicile sans que vous ayez à exposer des choses sur Internet. On peut parfaitement sécuriser des canaux de communication IoT par exemple avec ce genre d'outils. Le fait de passer par une machine tiers aussi, c'est un peu comme le VPN, exactement le même usage. Vous pouvez comme ça anonymiser finalement votre navigation web ou les outils que vous utilisez. Voilà, pareil, si vous voulez accéder à des services qui sont géographiquement limités, par exemple, imaginons qu'il y a un service qui soit accessible, un jeu vidéo par exemple qui est accessible uniquement depuis les États-Unis, vous pouvez très bien prendre un petit serveur aux US et vous connecter à travers ce tunnel via ce serveur pour accéder au service en question sans aucun souci. Voilà. Et si vous êtes toujours dans le monde de l'entreprise, vous pouvez aussi, pourquoi pas, utiliser ce genre de tunnel pour interconnecter différents sites, différents emplacements de votre entreprise, voilà, de manière sécurisée. Vous pouvez comme ça brancher Paris à Marseille, et puis voilà, si vous avez des bureaux à Paris, des bureaux à Marseille, chacun aura accès aux services distants des uns et des autres, sans passer par Internet public, mais en passant dans ces tunnels. Voilà, c'est quelques usages, on va dire, généraux que je vous présente là. Maintenant, on va voir comment on met ça en place techniquement. Alors, des outils pour faire des tunnels, il en existe plein, mais moi, celui que je vais vous présenter maintenant, c'est celui-ci, Chisel. Alors Chisel, c'est un outil développé en Go, en Golang.
qui est assez récent, hein, quelques années, et qui se veut être sécurisé, rapide, enfin bref, génial quoi. Donc on va pas se poser de questions, on va apprendre à l'utiliser. Là on a un petit diagramme qui montre un peu comment ça peut fonctionner. Je vais essayer de vous le zoomer un petit peu si c'est possible. Voilà. On a donc, c'est un tunnel TCP UDP et il peut comme ça, voilà, transporter via HTTP et sécuriser avec SSH. On peut ouvrir comme ça plusieurs tunnels par connexion TCP et accéder au Chisel serveur. On a d'un côté le Chisel client qui est lancé, il établit un tunnel avec le Chisel serveur et l'un et l'autre offrent ensuite des accès dans un sens comme dans l'autre. Pour l'installer, c'est pas compliqué, hein, vous pouvez récupérer juste le binaire, vous le rendez exécutable avec un petit chmod +X. Les binaires ils sont dispo aussi sous Windows, sous macOS et Linux. Voilà, et dans toutes les architectures possibles, hein, on a de l'ARM 64, AMD, x86, enfin bref, vous trouverez forcément votre bonheur dans tout ça, il n'y a aucun souci pour votre machine. Donc vous pouvez récupérer le binaire, le rendre exécutable, il n'y a pas de problème. Il y a un seul binaire, on n'en a pas deux différents, il n'y a pas le binaire serveur, le binaire client, c'est le même, sauf que en fonction de comment on le lance, il va se lancer soit en mode serveur, soit en mode client. Vous pouvez aussi l'installer avec la commande curl suivante, hein, curl https://i.jpilora.com/chisel avec le petit point d'exclamation, un pipe suivi de bash, il va récupérer le script et il va vous l'installer. Vous pouvez le lancer via Docker et puis après voilà, vous pouvez le lancer aussi par rapport avec les sources directement avec une commande go install et vous mettez le dépôt GitHub derrière. Bon voilà, rien de très sorcier. Ici il y a une démo mais j'ai pas été la tester et je pense pas qu'elle marche encore, je suis pas sûr. Bon voilà, nous on va faire des tests directement sur ma machine et sur mon NAS. Au niveau des fonctionnalités, bon, facile à utiliser, c'est toujours pareil, hein, c'est de la ligne de commande, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est pas compliqué une fois qu'on connaît les paramètres, mais c'est pas non plus un truc avec une interface graphique, etc. Performant, il y a une petite étoile, je sais pas ce que ça veut dire, donc je vais aller voir la page, mais bon, ils ont fait des benchmarks, et visiblement, c'est plus performant qu'une connexion avec Crowbar, par exemple, qui doit être un concurrent à Chisel, et qui est pas beaucoup plus élevé qu'une connexion en direct. Voilà, là on a les chiffres de la connexion en direct, et là on a les chiffres avec Chisel. Évidemment, plus il y a de data transférée, plus ça met un petit peu de temps, mais on n'est pas non plus sur des choses ultra délirantes, quoi. Voilà, là on est dans des millisecondes, des nanosecondes, et sur Chisel, on débute à partir de millisecondes. Si vous voulez un exemple concret, prenons ici la dernière ligne. Donc là, ça c'est 100 mégabytes, donc 100 mégas de data. Si en direct là sur le benchmark ça a été transféré, 100 mégas ont été transférés en 76 millisecondes. Avec Chisel, 100 mégas ont été transférés en, on va dire, une seconde. On est à 966 millisecondes, donc c'est quasiment une seconde. C'est ce qu'ils disent ici, hein, 100 mégas en une seconde. Et avec Crowbar, 100 mégas ont été transférés en 36 secondes. Donc on n'est pas vraiment sur le même ordre d'idée, hein, sur la rapidité. Donc Chisel est plutôt bien positionné sur la vitesse, donc ça c'est cool. Les connexions sont chiffrées, ça peut être authentifié aussi, c'est-à-dire vous pouvez mettre des fichiers de config pour déterminer si on a le droit ou pas d'accéder au serveur avec des clés d'authentification, ce genre de choses. Il y a de la reconnexion automatique du client. Si par la connexion, il retente et il se reconnecte. On peut, comme je vous le montrais dans le schéma au-dessus, créer plusieurs tunnels au travers d'une seule connexion TCP. On peut aussi passer en SOX ou en HTTP Connect via des proxys. Donc voilà, pourquoi pas. Ça fait du reverse port forwarding. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça permet de faire l'inverse. D'ordinaire, on se connecte à partir du client vers le serveur. Et là, en fait, le reverse, ça permet d'initier la connexion du client depuis le serveur, quoi, en gros. Voilà, ça permet de faire l'inverse. Le serveur peut fonctionner en reverse proxy. Ça, je vais pas m'étendre dessus. Si ça vous intéresse, vous irez voir la doc. La doc, ça sera un peu plus balèze. Évidemment, des connexions en SOX 5, SOX 5. Même chose en reverse port. Et voilà. Donc, bon, c'est un outil à explorer qui fait pas mal de choses, qui peut rendre bien des services, qui va vous permettre de monter pourquoi pas des infras entre guillemets, en tout cas des connexions entre vos infras, des façons d'accéder à vos ressources de manière sécurisée et sans compromis, en passant à travers les firewalls et ce genre de choses. Et donc je vais vous montrer comment on l'utilise. Alors ici j'ai un Firefox, on va imaginer, je suis sur des machines de test donc je peux pas vous faire des cas réels malheureusement, mais ici j'ai un Firefox qui est configuré avec un proxy. Voilà, il a pas accès à internet en fait, ce Firefox.
SOX. Admettons que je suis sur un réseau où je peux sortir uniquement par un certain port. On va dire par exemple le port 25 qui est le port SMTP ou le port 53 qui est le port DNS. Voilà, ce genre de choses. J'ai des accès limités, j'ai pas accès à internet, je peux pas sortir sur les ports 80 ni sur les ports 443, donc je peux me retrouver vite coincé. J'ai ici ma machine serveur, donc mon serveur sur lequel j'ai installé Shizel. On le voit, il est là, c'est juste le binaire que j'ai mis et que j'ai rendu exécutable avec la commande chmod plus x Shizel, voilà, et donc je peux l'exécuter. Et là, vous voyez, j'ai serveur ou client. Donc là, comme je suis sur mon serveur, je vais le lancer en tant que serveur. Donc pour ça, je vais faire un ./Shizel. Je le lance en mode serveur, donc je spécifie la commande serveur, enfin le paramètre. Je vais dire que je le veux en SOX5. Voilà, pour mon navigateur, ça sera mieux. Et je lance juste comme ça pour voir déjà. Donc là, voilà, là il me crée un port d'écoute sur le port 80-80. Sauf que peut-être que ça passe pas le port 80-80, il est bloqué par le firewall. Moi, je sais qu'il n'y a que le port 25 qui passe. Donc je vais stopper ça et je vais spécifier par quel port je veux qu'il passe. Donc je vais faire port et là je vais mettre 25 par exemple. J'enlève le S, il n'y a pas de S, c'est port 25. Port 25. Je lance. Bon, malheureusement ma machine exploite déjà ce port, donc c'est pas un port qui est utilisable. C'est pas grave, on va faire port 53, on va tester. Même chose, j'ai pas de serveur FTP, donc peut-être qu'en port 21 ça va passer. Alors sur le port 53, bon, j'ai été shooter le service, donc là pour l'instant je peux pas le lancer. Mais si je lance Shizel avec la commande sudo pour pouvoir, on va dire, quand même ouvrir quelque chose sur ce port 53 qui est normalement réservé, là cette fois ça va passer. Donc j'ai mon port 53, le port DNS qui est donc ouvert sur mon serveur. Voilà, il écoute, j'ai rien de plus à faire côté serveur, c'est lancé. Alors j'ai pris cet exemple du port 53 parce que les DNS en général sont ouverts, puisqu'il y a de la résolution de nom de domaine, ce genre de choses. C'est un port classique qui souvent passe quoi. Mais on peut imaginer 21, on peut imaginer des ports 80, des ports 25 comme je disais. Bon bref, peu importe. Maintenant, je vais aller sur ma machine localement. Donc là, voilà, là, je suis sur mon Mac, classique, rien de spécial. J'agrandis un petit peu la fenêtre. Je vais vous mettre ça sur le côté ici. Donc ça, c'est mon serveur, en haut à gauche. Et ça, c'est ma machine locale. Là, Shizel est installé également. Et donc, j'ai juste à l'appeler en mode client. Et je vais mettre l'adresse de mon serveur. Alors, l'adresse, c'est simple. J'ai un nom de domaine, moi, c'est nas.local. Mais ça pourrait très bien être 192, 168, etc., etc. Et je précise que je veux me connecter sur son port 53. Alors j'ai pas spécifié que je voulais me connecter avec SOX, donc du coup il capte pas le truc. Donc je vais relancer la commande Shizel client NAS 2.53 et là je lui précise le paramètre SOX. Voilà, cette fois c'est bon. Donc vous avez vu, j'ai tapé cette commande là, sauf que je lui ai précisé le truc, parce que sinon il n'avait pas vu que c'était ouvert. À partir de là, il se connecte. Donc là j'ai une connexion qui s'est établie entre les deux machines, sauf que moi je l'utilise pas encore. Et pour l'utiliser, j'ai proxy ici 127.0.0.1 1080. Donc moi après dans mes outils, par exemple ici dans Firefox, je vais dans les paramètres. Au niveau des paramètres réseau ici, j'ouvre et je choisis le proxy 127.0.0.1 1080 en SOX 5. Voilà, je le lance comme ça. Maintenant, si je vais sur mon site, voilà, là j'accède donc à mon site web au travers de mon serveur. Alors ça se voit pas ici dans les fenêtres parce que j'ai pas mis le mode verbose, mais si je relance, par exemple, si je relance le serveur ici avec le paramètre -v, voilà, et de l'autre côté même chose, je relance avec le paramètre -v, lui il faut le mettre juste avant ici -v. Voilà, là j'ai beaucoup plus d'infos qui s'affichent. Voilà, il se passe plein de choses et moi si je vais par exemple ici je refresh le blog, voilà, là hop ça ouvre des ports, il se passe des trucs et donc on voit que voilà, il y a des connexions, il y a plus de discussions quoi déjà. Donc à partir de là j'accède à internet en fait au travers de mon serveur. Donc pour résumer déjà cette première partie, en gros qu'est-ce qu'on a fait? On a un serveur ici, Shizel, je vais vous montrer la commande, que j'ai lancé en mode serveur en passant par le SOX 5 sur le port 53. Et en client, j'ai un client que je lui dis d'écouter le port 53, enfin de se connecter à mon serveur avec le port 53 en SOX. Voilà, donc là normalement je passe à travers le firewall qui lui ne bloque pas le port 53. Bon, ça c'était rigolo, mais c'est pas le truc le plus sympa à faire avec Shizel. Ce qui est intéressant de faire sur Shizel, c'est évidemment du
du port forwarding, c'est-à-dire de transférer un port sur un autre, faire suivre les connexions au travers des ports dispo. Alors comment on fait ça? Eh bien déjà sur mon serveur, toujours pareil, hein, je lance le serveur sur le port 53, je me prends pas la tête. Après je peux mettre d'autres ports, hein, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre 54 000, plutôt 54 30, vous mettez 5430, voilà comme ça. C'est possible aussi. Bon, on va faire ça, tiens, ça changera un peu que le port 53. Donc je lance ça sur le port 5430 et ensuite je vais me connecter avec mon serveur. Sauf que, avec mon client, pardon. Donc je fais Chisel client, le nom de ma machine, le nom de mon serveur nas.local 2.5430 et ensuite je vais lui faire rediriger des ports. Alors pour faire ça, il faut que j'ouvre évidemment un petit port sur mon serveur. Je vous montre comment je fais, c'est juste pour la démo. Hein. Donc le terminal que vous voyez là, c'est mon serveur. Hein. On voit ici, Corben NAS. Et là, je vais lancer un serveur web en Python, ouvert sur le port 8000. Bon, si je fais ça, je vous montre, je peux y accéder très facilement avec mon navigateur. J'ai pas besoin de Chisel. Hein, là. Il suffit que je tape dans la barre d'adresse nas.local 2.8000 et je vais avoir une vue, on va dire, web du répertoire où j'ai lancé cette commande là, Python. Voilà, vous pouvez faire ça Apache, Nginx ou ce que vous voulez, voilà, peu importe, c'est juste pour la démo. Sauf que là, comme c'est accessible, c'est pas bon pour mon exemple parce que là j'ai déjà accès. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu la commande et on va rajouter le paramètre -bind 127.0.0.1. Voilà, je lance, ça relance le serveur web de la même façon, sauf que là, il est accessible uniquement depuis cette URL 127.0.0.1. Donc moi, à distance, NAS local, j'ai plus accès. Bon là, ça se voit pas, mais ça charge plus. Je fais ça, voilà, il n'y a plus rien qui charge là. Donc là, je me retrouve donc avec un serveur web qui tourne, qui est accessible uniquement en local depuis mon serveur, tout simplement. Voilà, donc lui, je vais le laisser tourner dans un coin, on s'en fiche un petit peu, c'est juste pour la démo. Maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être d'ouvrir un port vers le port 8000 en fait, tout simplement. Donc là, j'ai mon serveur qui tourne, 5430 sur le port 5430, rien n'a changé, il n'y a pas de souci. Et ensuite, ici, je fais Chisel Client, je mets la même chose que tout à l'heure, hein, l'adresse de mon serveur, 2.5430. Sauf que maintenant, je vais devoir faire du mapping de port. Alors pour faire du mapping, je peux faire 127.0.0.1 2 points. Et là, alors ça c'est la partie chez moi. Donc là c'est moi sur quel port je peux l'ouvrir. Donc je peux l'ouvrir sur le port 8000 ou je peux l'ouvrir sur le port 5000 ou 3000 ou enfin je fais ce que je veux en fait là. Et une fois que j'ai mis ça, je remets un petit 2 points et là je mets la machine distante. Donc là évidemment la machine distante, on y accède. Enfin en tout cas le serveur que je vais ouvrir, le port que je vais ouvrir pardon. J'y accède par 127.0.0.1.8000. Donc je remets la même chose en fait, 0.0.1.8000. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon client Chisel va se connecter ici à mon serveur distant via le port 5430 et il va tout simplement mapper cette adresse locale 8000 qui est sur la machine sur laquelle je suis, hein, sur mon iMac, vers l'URL locale aussi, enfin l'IP local et le port de mon serveur, où il y a le port, le serveur Python qui tourne. Voilà, je vous montrerai après une manière un peu plus rapide de faire ça. Voilà, là ça s'est connecté. Donc j'ai une connexion qui est établie entre les deux au niveau du port 53. Et maintenant, quand j'accède ici à 127.0.0.1 sur le port 8000, j'accède à mon serveur Python qui normalement n'est pas accessible puisqu'il est accessible qu'en local. Mais là, j'y accède à distance très facilement. Si j'avais changé ici et j'avais mappé par exemple le port 2300, voilà, sur le port 8000, pareil, si on écoute, ici ça marche plus, hein, mon port 8000 ça répond plus, mais si je mets 2300, voilà, là ça répond et j'ai accès à une ressource qui normalement est protégée en fait. C'est là tout l'intérêt du tunnel, hein. C'est qu'une ressource qui normalement est protégée, là elle est derrière mon serveur, j'y ai pas accès en temps normal depuis l'extérieur, je peux avec Chisel y accéder tranquillement. Donc ça c'était sur on va dire un fonctionnement classique. Maintenant on va voir le reverse. Alors le reverse c'est exactement la même chose sauf que c'est dans l'autre sens, hein, tout simplement. Donc là je suis sur mon client, enfin sur ma machine cliente, hein, mon iMac, je précise bien ici, sauf que là c'est là-dessus que je vais ouvrir le port. Donc je vais faire un client serveur, donc j'ouvre le serveur, sauf que je me mets en reverse et là je précise mon port. J'avais mis quoi tout à l'heure? J'avais mis 5430 je crois, je sais plus, je crois que c'était ça, bon peu importe, on met le port qu'on veut, il n'y a pas de souci. Là j'ai oublié Chisel devant évidemment, là mon iMac se met en écoute parce que j'ai ses clients, voilà. Donc c'est Chisel serveur
port 5430. Là, mon iMac se met en écoute. Il est accessible. C'est lui qui fait office de serveur. Maintenant, moi, j'arrive sur le NAS, ici, sur mon serveur, ici. Je suis sur la machine distante. J'ai un petit shell. Je peux télécharger un binaire de Chisel et lancer, tout simplement, Chisel en mode client. En lui disant, connecte-toi à mon Mac, mon ordi perso, 168.62, sur le port 5430. Et là, je vais devoir mapper les ports comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai utilisé 127.0.0.1, mais on peut remplacer ça aussi par R pour remote. Donc, je vais faire, ça remplace en fait 127.0.0.1. J'ai remarqué un petit bug, alors je sais pas si c'est normal ou si c'est un truc que j'ai pas bien compris, mais quand on est en mode reverse, le 127.0.0.1 ne fonctionne plus, il faut utiliser R. Donc, j'ai mis R pour dire remote. Et là, c'est-à-dire que sur la machine distante, qui est celle-ci, ici, là, hop, voilà, je vais ouvrir le port, je vais m'y connecter via le port 2300. Et sur la machine, le NAS, le serveur, ici, en local, je vais accéder à 127.0.0.1 parce que ça, c'est mon serveur Python. Je me suis planté, j'ai oublié, voilà, il faut mettre les deux points entre les deux. Voilà, donc c'est R2.2300, 2.127.0.0.1 Voilà, là, vous avez vu, les deux se sont connectés. Il y a une session qui a été établie. Maintenant, moi ici, que je mette localhost 127.0.0.1 ou voilà le nom de ma machine ou mon IP 2.2300, je lance, hop, voilà, ça me donne accès à mon serveur web comme tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est comment on établit une connexion en reverse, ce qui peut être pas mal puisque justement ça permet comme ça de faire une connexion descendante, c'est-à-dire vous partez de la machine qui est derrière le réseau problématique et vous traversez pour aller vers votre client, enfin votre machine personnelle on va dire, qui vous offre un accès, ou en tout cas à partir de laquelle vous allez pouvoir accéder au service. Voilà. Je sais pas si je suis très clair sur ce genre de truc, mais bon, ça marche dans les deux sens, c'est plutôt cool. L'idée, évidemment, c'est toujours d'accéder de la machine A au service de la machine B, ou aux services qui sont derrière la machine B. Sauf qu'on peut le faire soit comme ça, ou soit comme ça, c'est-à-dire établir la connexion dans ce sens-là, et ensuite, à partir de cette machine, pouvoir, vu que la connexion est établie, le tunnel est établi dans ce sens-là, ensuite on peut aller interroger ce qui se passe derrière le serveur tranquillement. Voilà pour la démo, je vous mettrai un petit lien aussi qui donne d'autres exemples, notamment pour faire du port forwarding dynamique au travers de SOX, ou du reverse dynamique au travers de SOX, voilà, il y a des détails, etc. Sachez que Chisel peut aussi fonctionner en tâche de fond, donc c'est un outil que vous pouvez laisser tourner sur une machine, et ensuite, quand vous en avez besoin, vous pouvez l'appeler et l'utiliser comme ça. Et voilà, donc voilà comment on fait des tunnels, vous avez vu, c'est pas vraiment compliqué, c'est juste des histoires de port et d'adresse IP qu'on peut lancer dans un sens ou dans l'autre. Il y a évidemment toutes ces options dont j'ai pas parlé, mais que je vous laisserai aller jeter un œil si vous voulez. Au niveau du serveur, vous voyez, on peut mettre des clés d'authentification. On peut générer aussi les clés avec le paramètre keygen. Voilà, je disais key, mais celui-là est deprecated, c'est keyfile. Voilà, pour spécifier un fichier de clés privées. Si les clés ça vous embête, vous avez hotfile pour spécifier des users et des mots de passe, des logins mots de passe comme vous voulez. Et puis après il y a d'autres paramètres comme le keep alive qui permet d'établir la connexion et de la garder vivante, de la garder active pendant un certain nombre de secondes. L'option backend qui permet de préciser l'existence d'un autre serveur HTTP pour proxifier les requêtes. Ça permet comme ça de ne pas attirer l'attention sur Chisel quand il tourne sur une machine. Voilà à peu près pour les options dispo, après les histoires de certificats TLS, etc. Et sur la partie client, on a les mêmes exemples, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le R pour le remote, ce qui remplace, on va dire, 127.0.0.1 en tout cas. Éventuellement l'interface, les ports, et puis la même chose dans l'autre sens, de l'autre côté. Voilà, des exemples ici donnent des exemples de remote possibles, donc soit le port tout seul, soit un nom de domaine avec un port, soit un port, un nom de domaine vers le port 80, des IP, des protocoles type SOX, on a même des choses comme ça avec UDP, etc. pour les requêtes. Bon voilà, il y a de quoi faire, de la documentation, je vous laisserai aller regarder ça. J'ai trouvé l'outil intéressant, donc c'est pour ça que je vous en parle, c'est assez pratique. Ça vous permettra comme ça dans des environnements qui vous bloquent, ou alors où il y a de la censure, ou alors pour exposer des choses, parce
que vous êtes développeur et vous avez besoin d'accéder à des services ou à des outils que vous avez chez vous en auto-hébergement, quoi, tout simplement, et pouvoir y accéder de n'importe où de manière sécurisée, ça peut être un bon moyen aussi voilà, de vous faire votre petit réseau sécurisé à moindre coût directement avec des tunnels un peu comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Encore merci pour votre soutien, chers amis. J'espère vous retrouver évidemment sur patreon.com/Corben. Abonnez-vous à YouTube. Si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne parce que des vidéos, j'en sors presque toutes les semaines. Donc voilà, sur des tas de sujets différents. Donc pareil, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai ravi d'explorer le truc. Et puis, quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!